Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Sandra. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à toutes, à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Conjarium. Merci à toi. Nous allons discuter ce soir de médecine intégrative et de réalité. Alors, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter l'une après l'autre. C'est parti. Vas-y, Sandra, Sophie. tu as l'honneur. C'est Vas-y. parti. Alors, vas-y, Sophie, vas-y. Bon, je commence. Alors, moi, je m'appelle Sophie Nagui Peigné et j'ai longtemps été médecin urgentiste pendant une quinzaine d'années environ. Et puis après, j'ai eu un épisode de maladie assez conséquent avec une invalidité assez prononcée dans laquelle j'ai fait l'expérience des limites de notre belle médecine. Ce dont je ne me doutais pas, parce que la médecine que je pratiquais était très efficace et je la trouvais très efficiente. Donc ça a été une vraie surprise pour moi de découvrir que ce n'était pas toujours le cas. Et pour aller mieux, et par la force vraiment des choses et la difficulté de ma santé, j'ai été amenée à découvrir d'autres ressources, d'autres compétences et à réaliser, on va dire, une sincère et peut-être profonde exploration intérieure qui m'a complètement transformée dans mon appréhension de ce qu'est un être humain, dans ma conception aussi des capacités de chacun, et qui du coup me conduit maintenant à essayer de le partager, pour que, puisque ces capacités, ces possibilités sont inhérentes à ce que nous sommes, puissent être utilisées, retrouvées par tout à chacun. Voilà la raison de ma présence avec vous ce soir. Merci. Sandra. Alors, moi, c'est Sandra Gélière. Je suis infirmière de formation et je suis thérapeute en bioénergétique. J'ai travaillé aussi de nombreuses années en service de réanimation et toujours comme pompier volontaire. Donc, c'est vrai que l'urgence, c'est aussi que j'ai, on va dire, apprivoisé à travers cette profession. Et pourquoi les soins énergétiques? Comme Sophie, parce que la maladie. Je n'étais pas concernée directement. Moi, je suis venue aux soins énergétiques par rapport à ma fille et par rapport à la maladie génétique dont elle est porteuse, donc une maladie génétique orpheline, et qui a généré, on va dire, des soins médicaux dès son plus jeune âge, avec une grosse prise en charge et des traitements très lourds, que ce soit en thérapie, corticoïdes et bien d'autres, et qui en fait potentialisaient par leurs effets secondaires les déficits dont elle pouvait souffrir par rapport à cette maladie. Donc, je me suis dit, je veux pas que ma fille et je me suis orientée d'abord vers l'homéopathie, et c'est, on va dire, à la suite, on va dire, de cette prise en charge que je suis venue aux soins énergétiques. J'ai commencé par du Reiki, puis après, j'ai fait de la médecine chinoise et des soins quantiques. Et tout ça, en fait, ça me permet aujourd'hui de faire mon boulot, on va dire, d'infirmière complètement différemment. Ça m'a permis de développer la capacité, déjà dans l'urgence, d'évaluer le degré d'urgence et du coup permettre souvent de temporiser, on va dire, les émotions et les tensions qu'il peut y avoir dans ce contexte d'urgence. Mais aussi par rapport à mes patients, cela me permet d'avoir une vision très globale et vraiment complète de la personne que j'ai en face de moi, et
par les soins énergétiques que je peux aussi... l'énergie passe à travers les mots et ça me permet vraiment d'avoir les mots et les paroles dont la personne a besoin d'entendre pour se sentir mieux. Je crois qu'il n'y a rien de plus, il y a rien de plus beau que de soigner quelqu'un ou de prendre soin de quelqu'un et de repartir en laissant cette personne avec un beau sourire sur le visage. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui m'anime et qui me tient à cœur. Alors, j'entends que par rapport à votre parcours, à un moment donné, personnel et professionnel, vous étiez dans le traitement de l'urgence. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de cette façon de prendre en charge les gens à une prise en charge où finalement, maintenant, vous tenez compte de l'ensemble de toutes les dimensions de cette personne? Ben, pour ma part, c'est mon expérience personnelle. Je reste quelqu'un qui est très admiratif de nos capacités techniques et de la pertinence de notre médecine sur certains secteurs. Mais j'ai été amenée à constater de son insuffisance sur d'autres types d'affections. Je continue de trouver qu'on a une médecine qui est très performante, très précise sur ce qui est la problématique de santé aiguë. Voilà, je ne conseillerais pas à quelqu'un de faire de la méditation s'il a une carte artérielle ou un traumatisme grave, évidemment. Mais quand il s'agit en fait d'une atteinte chronique, ben, j'ai pu faire l'expérience du fait que là, on est bien plus embêté, qu'on n'a pas forcément toutes les compréhensions. Que mon expérience à moi, c'est que les problématiques chroniques, depuis que je m'y intéresse, sont des problématiques qui sont finalement multifactorielles, qui ont une émergence liée à plein de dérèglements qui viennent s'emboîter les uns dans les autres, et que notre système à nous de soins, ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les médecines du monde, que ce soit clair, mais notre système à nous de soins ne sait pas faire ou ne s'attache pas à vraiment progresser dans le rétablissement de l'équilibre, en fait. Elle est empreinte de ce qu'on appelle le damage control. C'est une stratégie en fait médicale qui consiste à essayer de parer au plus pressé et de limiter les dommages, de limiter les conséquences d'une infection, mais qui n'a pas pour but ou pour vocation de s'attarder à regarder de quoi est fait un équilibre physiologique et de soutenir sa restauration. Donc, dans les maladies chroniques qui sont complexes, on n'est pas bon. Voilà, pour faire court. Et en tout cas, dans celle qui m'a beaucoup occupée et qui continue de temps en temps de retenir mon attention, on n'était vraiment pas bon. Et même, on peut dire que non seulement on n'est pas bon, mais on peut même être délétère parce qu'on a une confiance en fait dans les médicaments et dans des thérapeutiques qui sont assez agressives parce qu'on les a justement étudiées dans des phases plus aiguës. On a vu que sur certaines dans certains cas de figure ça fonctionnait, qui est un peu surestimé. Et quand il s'agit d'avoir des problématiques complexes, et ben ce type de thérapeutique peut être plus délétère. On peut avoir une iatrogénie, donc un effet sur l'énergie médicament qui est très important. Et on peut aggraver les situations plutôt que les soutenir. Donc il a fallu quand même aller évidemment chercher qu'est-ce qui existait par ailleurs, parce qu'on n'est pas les seules populations à avoir des problèmes de maladies chroniques. Voilà, qu'est-ce qui existait par ailleurs pour aider des tableaux qui n'évoluent pas du tout favorablement avec les techniques. Et c'est comme ça que donc, pour ma part, j'ai d'abord pratiqué la méditation, l'auto-hypnose et la méditation, et que j'ai après découvert les mondes dont parle Sandra, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, on n'a pas que un corps physique, on a aussi un corps énergétique. On a
toute une intériorité avec une fonctionnalité intérieure entre les émotions, le mental, voilà, et le physique est la résultante de de toute cette symphonie intérieure qui va plus ou moins s'accorder ou plus ou moins se désaccorder. Et on verra le résultat de ces désaccords seront éventuellement directement observables sur notre santé physique, mais c'est une simple résultante en fait de tout ce qui se passe en amont et qui est la plupart du temps ignorée parce que notre médecine n'a pas de compétences en la matière, tout simplement. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe dans d'autres systèmes de soins, dans d'autres médecines, mais nous, comme nous sommes issus d'une science observable, nous n'en tenons pour l'instant pas compte, tout simplement. Sandra? Oui, alors, oui, je dirais que le corps ne fait qu'exprimer en équilibre intérieur. Et alors, dans mon expérience, que ce soit à travers l'urgence, que ce soit en réa ou à domicile, c'est vrai que moi, j'ai toujours utilisé ça. Même dans l'urgence ou dans les services. Alors, en réa, j'étais celle qui observait, toutes les signes de micro-communication. Je suis une adepte de la communication non verbale. Et avec la PNL, l'analyse transactionnelle, tout ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai fait, on va dire, poursuivi mes études en DEC de communication, justement en relations sociales. Donc, on a travaillé là-dessus. Et la communication non verbale est quelque chose de très parlant. Et pour moi, c'est quelque chose de très significatif et en dit beaucoup plus que les mots qu'on peut verbaliser. Et que ce soit dans l'urgence, en réa ou chez les personnes âgées ou à domicile, enfin, à chaque fois, j'ai utilisé en fait ce potentiel. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a rien de mystique, hein, qu'on utilise la PNL, de l'analyse transactionnelle ou toute autre technique, on va dire, d'observation. On s'aperçoit qu'il se passe des choses chez la personne et effectivement, dans l'urgence, on ne va peut-être pas donner l'opportunité à la personne de les exprimer. En énergétique, on dit que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. C'est Christian Flech qui dit ça. Dans l'urgence, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce que l'on ne va pas permettre à la personne d'exprimer, elle va le garder à l'intérieur d'elle. Et si elle souffre par rapport à une douleur, à un traumatisme ou par rapport à la situation, cette souffrance va être potentialisée parce qu'elle ne peut pas s'exprimer. Et moi, j'ai remarqué que parfois, prendre 1 minute ou 5 minutes pour 1 minute en urgence et 5 quand on a un peu plus de temps, c'est un énorme temps qui est gagné, que ce soit pour les personnes du patient ou que ce soit pour les soignants, parce que l'individu sera beaucoup plus réceptif à ce qu'on va lui dire ou aux demandes ou ne serait-ce à sa participation. Et ça sera aussi un gain de temps, mais un bien-être aussi pour la personne parce qu'en 1 minute, elle a compris qu'on était là pour elle et qu'on écoutait ce qu'elle pouvait ressentir et pas que ce qui se passait autour d'elle. Donc, en plus, alors bon, c'est vrai que par rapport au traitement, par rapport à l'urgence, par rapport à tout ça, oui, je fais mon boulot d'infirmière, mais c'est vrai que je pratique aussi le barrage du feu. Donc, même dans l'urgence ou même dans les situations délicates, quand le patient est cadré, comme on dit dans notre jargon, oui, ça m'arrive de faire le barrage du feu et du coup, la douleur, elle passe plus vite et ça apaise la personne. Et c'est des choses que je dis
je demande à la personne si elle est consciente, et ça m'arrive aussi de le faire sans rien demander parce que la personne souffre, et, ça permet d'atténuer la douleur. Donc, l'énergétique, c'est en nous, dans n'importe quelle circonstance, quel que soit ce que l'on est en train de vivre, que ce soit des choses agréables ou des choses plus difficiles. Et du coup, c'est vrai que quand c'est dans l'urgence, on tend à oublier cette partie de l'être, alors qu'on est constitué d'énergie. Tout est énergie, tout est matière, et c'est Einstein qui disait ça avec sa formule E égale mc2. Voilà, tout est matière. La matière, c'est l'information, c'est de l'énergie. Donc, on est constitué d'énergie. Donc, c'est vrai, cette partie de nous, et c'est difficile d'en faire abstraction, quelle que soit la situation. Dans les soins au quotidien, effectivement, ou dans les problématiques chroniques, à partir du moment où l'être est mieux, ça apportera du mieux-être et une meilleure santé, parce que on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences ou à l'épigénétique, que les émotions, les pensées et l'énergie d'amour qu'il peut y avoir derrière, c'est le début de la guérison. Alors, ne nous dévoile pas tout maintenant. Ouais, je vais tout dire alors. Le titre de ce soir, c'est Médecine intégrative et réalité. J'entends dans ce que vous venez de dire que il y avait une influence de l'environnement, de ce que la personne intégrait au moment où elle devait être prise en charge, au moment où vous, en tant que thérapeute, soignant, vous rentriez en interaction avec elle. Donc, quel est l'enjeu en fait? Qu'est-ce qu'on entend réellement par médecine intégrative et par réalité? À quel moment ça entre en lien? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Ce que moi j'entends par médecine intégrative, c'est le fait que d'arrêter effectivement de considérer que nous ne sommes qu'un corps physique et que seule la dimension de la mécanique biologique entre en ligne de compte dans un concept de santé. Pour moi, la médecine intégrative, c'est une médecine qui a compris et justement intégré et incorporé que dans la réalité physique est importante la fonctionnalité émotionnelle, la fonctionnalité mentale, la fonctionnalité énergétique, la fonctionnalité spirituelle au sens tout à fait laïque du terme, c'est-à-dire au sens de l'esprit, de ce souffle ineffable qui inspire tout à chacun, qui lui permet de vivre ses élans et de vivre son essence. Voilà, pour moi, la médecine intégrative, c'est une médecine qui a compris que tout ça, en fait, qu'une personne, enfin un être humain, c'est tout ça. C'est une mosaïque, c'est une interface de tout ça, qui est constituée de tout ça, et que toutes ces dimensions-là sont extrêmement importantes et impactantes pour son état de santé. Et d'ailleurs, dans la définition tout à fait consensuelle de la santé, on le retrouve, parce que l'OMS déclare que la santé, c'est un état de parfait bien-être qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi émotionnel, environnemental, affectif, etc. Donc finalement, tout le monde est assez d'accord, même si on ne précise pas toujours les choses de la même façon. Du coup, effectivement, pour moi, cet art de la médecine intégrative, qui serait plus du coup un art qu'une science ou qu'une discipline, c'est la capacité d'écouter toutes ces dimensions-là chez une personne qui a une problématique, et peut-être d'aller justement remonter, ou en tout cas étudier où s'inscrit le plus grand déséquilibre, ou un des plus grands déséquilibres, qui n'est pas toujours celui du corps physique. Comme on disait tout à l'heure, celui du corps physique, c'est peut-être que la résultante d'un problème
antérieure qui se situe dans une autre partie de son expérience. Pour faire clair, la médecine intégrative, ça balaye cette espèce de concept de médecine, d'affection qui peut être psychosomatique, parce que ça déclare que finalement tout est psychosomatique. C'est-à-dire que dans toute affection, il y a une partie psychique, il y a une partie émotionnelle, il y a une partie énergétique, il y a une partie spirituelle, il y a une partie voilà, et puis il y a une partie physique. Et ça arrête de scinder en fait les problèmes de santé, encore une fois, dans une mécanique qui serait stricto sensu que biologique, et un dysfonctionnement qui serait que biologique. Alors après, le rapport avec la réalité tel que tu l'énonces, en fait, on Oui, en alors, parlait juste avant. excuse-moi. Ouais. Dans ma question, ce que j'entendais par réalité, c'est peut-être ce que toi, tu proposais comme environnement. La façon dont l'OMS décrit l'environnement, c'est la façon dont la personne qui a besoin de soins agit dans sa réalité, tu vois, dans sa perception de son environnement. Oui, alors là, bien sûr, je vais rejoindre Sandra, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, qu'elles soient aiguës ou chroniques, effectivement, l'environnement est extrêmement important dans un processus que j'appellerais même plus de soins, mais de soutien, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi une expérience que m'a permis de faire la maladie. Le fait de l'autre côté de la barrière m'a permis vraiment de constater que le premier soin, c'est l'accueil, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance. Et que, en fait, être en relation avec quelqu'un dont on ne sent pas cette disposition, quand on est soi-même en difficulté, c'est extrêmement difficile, en fait. C'est vraiment quelque chose qui impacte tout de suite l'état même physique dans lequel on se trouve. C'est quelque chose d'assez décourageant. Et puis, c'est quelque chose qui, en fait, va, par effet miroir, on va dire, plutôt aggraver nos sensations désagréables, parce qu'on est en face de quelqu'un qui lui-même vit une expérience désagréable dans notre rencontre. Donc, ça nous renvoie à notre partie désagréable, plutôt que l'alléger, en fait. Donc, vraiment, effectivement, au-delà de toute autre profondeur, le simple fait d'être en environnement avec des soignants qui soient stables émotionnellement, qui ont une certaine compétence d'accueil et de soutien, c'est extrêmement important. Après, c'est un constat qu'on fait souvent. Enfin, moi, c'est le premier que j'ai fait, y compris dans mes problèmes de maladie. Ça a été vraiment de faire ce diagnostic de notre incompétence émotionnelle. On a une très peu d'éducation à ce que c'est qu'une émotion, à comment est-ce que c'est pas grave de la ressentir en définitive, à combien elle est personnelle aussi et combien elle n'est pas la vérité. Voilà, et on a vraiment un flou autour de ce ressenti qui fait que le soignant comme le soigné, la plupart du temps, vous rentrez dans des interactions émotionnelles qui ne sont pas forcément à l'avantage ni de l'un ni de l'autre et complexifient un petit peu les choses. Mais donc l'environnement, effectivement, c'est quelque chose de très important dans la constitution du déséquilibre, parce qu'en fait, le déséquilibre, il est le résultat d'une interaction avec un environnement qui ne sera pas adéquate, manifestement, puisque à la fin, il y a un déséquilibre. Et puis, du coup, dans le rééquilibrage aussi, ça joue un rôle dans le premier sens comme dans le deuxième. Sandra, est-ce que tu vas apporter quelque chose autour de la réalité? Ouais. Oui, parce que je partage tout à fait ce que Sophie vient de dire. Et oui, la réalité, je dirais que la réalité, c'est la perception que la personne peut avoir de sa vie et de ce qui l'entoure, donc de sa vie, dans ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de son corps et à l'intérieur de son être, mais aussi par rapport. Et effectivement, comme l'a dit Sophie, cette réalité peut être complètement différente dans une même situation. Elle peut vivre les choses de manière complètement différente et du coup dans une réalité complètement opposée par rapport à son état d'être, mais aussi par rapport à ce que les personnes qui sont autour d'elle et ce qu'on lui renvoie.
Donc, il y a vraiment une interaction entre les individus, que ce soit le patient, que ce soit le soignant. Et c'est vraiment la disposition et l'état d'être de chacun des acteurs en fait, de cette situation qui va générer une énergie qui va ou apaiser le patient ou au contraire accentuer son état de mal-être. On ne peut pas parler de stress ou d'angoisse. Donc, et cette réalité, comme l'a disait si bien Sophie, effectivement, elle peut tout à fait avoir un effet miroir et renvoyer aux soignants des choses qui, justement, sont difficiles à vivre ou des choses que cette personne n'a pas résolues ou crée des problématiques en elle. Donc, et du coup, ça accentue effectivement le mal-être du patient. Donc, dans les émotions, je pense qu'il faut surtout être à l'écoute de ses émotions ou de ses pensées, hein, parce que c'est ce qui fait ce qu'on est en fait. Il ne faut pas les nier oui, si elles sont perturbantes ou limitatrices ou qu'elles génèrent, on va dire, une énergie négative, effectivement, on peut travailler dessus pour les accepter surtout. La première chose à faire, c'est accepter les choses pour pouvoir s'en libérer et pas les nier et pas les ranger au fond d'un tiroir parce que le jour où on se retrouve devant un patient qui nous renvoie cette image, ce tiroir il va s'ouvrir et on va se prendre ça en pleine figure. Et justement, là, on ne sera pas capable de prendre en charge ou de s'occuper de manière bienveillante ou en toute quiétude de ce patient parce que justement, on aura géré notre problématique en même temps que la sienne. Donc, cette médecine intégrative, elle est aussi importante pour les patients que pour les soignants, en fait. Il faut que les patients soient au clair avec tout ça. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est une interaction en continu. Ouais. Alors, justement, qu'est-ce que ça signifie pour vous prendre soin, si on peut mettre ça entre guillemets, et à quel niveau, du coup, va se situer la médecine, en quelque sorte, l'acte de prendre soin? Alors, moi, je veux bien prendre la parole. Vas-y. C'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que ça fait un peu partie de mon évolution, on va dire, en tant que thérapeute. Donc, je fais des soins énergétiques depuis 17 ans, mais je n'ai, on va dire, officialisé cette activité en tant que professionnelle que depuis 4 ans. Et en allant à l'URSSAF, il a fallu que je dise une dénomination pour cette activité. C'était très problématique pour moi. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à comment je pourrais me définir dans cette activité. Et j'aime beaucoup aller dans la sémantique et l'étymologie des mots. Et du coup, je suis allée dans thérapeute parce qu'on me demandait quel thérapeute j'étais. Et je me disais que thérapeute, je ne me sentais pas thérapeute, quoi. Enfin, c'est quelque chose, je trouvais ça très médical. Et en fait, en faisant des petites recherches, c'est avec grande fierté que je m'appelle thérapeute parce que un thérapeute, à l'origine, c'est quelqu'un qui prend soin de l'autre et qui prend soin de l'autre et qui subvient à ses besoins. Donc, je pense que finalement, on est tous thérapeutes dans notre vie et on n'a pas compte. En tant qu'être humain, on est tous thérapeutes. On est parents, on est thérapeute. On est enfant, on est thérapeute. On a un animal, on est thérapeute parce qu'on va s'occuper de ces êtres comme on le ferait pour n'importe qui. Donc, prendre soin, je pense que c'est quelque chose qui peut être tout simplement inhérent à notre nature intrinsèque. Et quelle que soit la manière dont ça va être formalisé, je pense qu'on est tous capables de prendre soin et on prend tous soin les uns des autres de manière différente. Il n'y a rien de médical là-dedans.
C'est une question de bien-être et d'amour. Je pense que voilà, tout vient de cette énergie du cœur. Et, et, et le prendre soin prend tout son sens. Je te laisse la parole, Sophie. Merci. Oui, alors moi, avec le recul, j'ai une vision un peu différente des choses. Il me semble que c'est une expression qui n'est pas tout à fait adéquate, en fait, de prendre soin comme de prendre en charge. D'abord, parce que euh, euh, la finalité, en fait, c'est de rendre le soin, finalement, à chacun, et de rendre sa capacité de prise en charge à chacun. Il me semble que la finalité, que ce soit d'ailleurs dans une médecine tout à fait traditionnelle où s'il y a un dysfonctionnement sévère on va soutenir le corps le temps de passer le cap, mais aussi dans d'autres situations où le dysfonctionnement sera peut-être effectivement plus d'une dimension émotionnelle, psychologique, etc. La finalité, c'est vraiment de rendre la capacité à chacun, sa capacité à chacun, de pouvoir justement être le garant de sa propre santé, d'être le responsable de son propre soin, de savoir se connaître suffisamment en fait pour soutenir au sens noble sa propre charge en fait. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien maintenant plutôt l'idée que dans cette interaction, ben, chacun va apporter des éléments de toute façon à l'autre pour lui permettre de faire cette avancée d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Voilà. Donc, pour moi, prendre soin, même si je vois très bien dans quelles circonstances l'expression est utilisée et que je la trouve très jolie initialement, mais elle reste en fait intégrée dans une médecine où on ne faisait pas forcément participer euh, la personne dans sa propre dimension de santé. Or, finalement, chacun va être l'expert de lui-même. Et c'est un peu ce que m'aura appris cette épopée fantastique de la maladie chronique. C'est que moi-même, j'ai fait cette expérience qu'il n'y a que moi qui me connais vraiment dans toutes mes dimensions. Et voilà. Et donc, parfois, on s'aide les uns les autres pour se rendre cette capacité d'assumer ce qu'on est. Mais c'est plutôt comme ça que je l'entends maintenant. Super, merci. On entend dans votre discours la richesse de votre parcours pour en arriver à cette vision donc, de la médecine intégrative. Qu'est-ce que cela a fondamentalement changé pour vous d'un point de vue personnel et ou professionnel, cette vision de la médecine intégrative? Je vais juste parce que la réponse est tellement spontanée, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que moi, je suis très, très ordinaire. Je suis vraiment le pur produit de l'académie de médecine, de la faculté, d'un monde universitaire qui croit savoir beaucoup de choses, qui a beaucoup de certitudes. Voilà. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup de sincérité en ayant ne serait-ce que cette idée qu'il était possible d'avoir raison ou tort, hein, d'avoir la bonne solution ou la mauvaise, enfin d'avoir comme ça un monde assez manichéen dans ce qu'il fallait faire et dans ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça a été vraiment un choc culturel puissant de constater par des expériences intérieures fortes que tout médecin qu'on était, on ne connaissait pas l'être humain, en fait. On pouvait faire 15 ans d'études de la biologie moléculaire jusqu'à la physiologie un peu plus grossière. On ne connaissait absolument pas l'être humain et on se basait sur des références qui étaient juste, encore une fois, dans une certaine dimension, mais qui étaient un reflet très succinct de la complexité et des capacités, en particulier, de ce qu'est un être humain.
Donc oui, évidemment, ces très nombreuses expériences que je continue à faire, parce que je continue d'apprendre, je continue de découvrir, c'est pas du tout fini. Chaque fois que j'ai une conclusion, en fait, elle est démentie à l'instant d'après parce que j'ai une autre ouverture qui se fait. Donc ça m'a surpris. Après, ça m'a surtout fait basculer là-dedans, me rendre compte à quel point on ne sait pas, on ne sait rien, et on a tout à découvrir, et que j'ai- je- on a vraiment ce besoin de curiosité ouverte et euh, de l'humilité, mais dans le sens très, comment dire, très neutre du terme. C'est-à-dire que c'est pas une humilité parce qu'il faut faire semblant que les choses n'ont pas de valeur. C'est une humilité parce que authentiquement, on est balbutiant sur notre connaissance de ce qu'est un être humain. On est totalement balbutiant, qui que ce soit. Oui, on t'écoute, Sandra. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense pas pouvoir ajouter grand-chose à Ouais, ce que ouais. Sophie elle a dit. C'est euh, c'est Ça tout à change fait ça. tout. Ça change tout. Ça change Alors, tout. peut-être. Ouais, vas-y. Et on Ou- prend justement conscience qu'on ne sait rien. Alors, peut-être pour aller plus loin dans cette discussion-là, il y a une question de Carole par rapport à ce que ça apporte. Auriez-vous un conseil pour arrêter de s'en vouloir d'avoir accepté ce que certains médecins ont imposé comme traitement? Je me suis laissé mener par certains pouvoirs et je retourne cette colère contre moi de n'avoir pas écouté mon cœur. Sandra, tu veux commencer peut-être? Euh, alors, il faut du principe, c'est Carole, Carole. euh, que euh, tout est expérience et qu'il n'y a pas d'échec ou tout est une expérience. Aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne pas avoir eu la force ou d'avoir été abusé par la médecine ou par le traitement. Euh, ben, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez conscience de ce que vous avez vécu, mais c'est justement cette expérience qui vous permet d'avoir ce recul aujourd'hui et de prendre conscience que c'est quelque chose qui ne vous correspondait pas. Donc, il ne faut surtout pas culpabiliser de ça parce que, au contraire, cette expérience vous a montré que vous étiez capable de faire la différence entre ce que vous sentez être bien pour vous et ce que vous sentez être plus difficile à accepter. Donc, certainement que ces traitements à ce moment-là vous ont aidé. Certainement que ces traitements ont eu des effets secondaires, raison pour laquelle vous avez cette colère. Par contre, cette expérience vous a permis de comprendre quelque chose sur vous et qu'il y avait peut-être une limite dans le respect que vous vous portez, que vous avez eu l'impression d'avoir dépassé et que vous avez pris conscience. Donc, c'est quelque chose qui vous permettra de ne plus dépasser demain. Donc, au contraire, il ne faut pas culpabiliser de ça. C'est une belle chose d'avoir conscience de ses limites et de ce qu'on est capable d'accepter. Par contre, effectivement, si vous avez la contre vous, euh, euh, il y a des chocs émotionnels ou Christian Flech appelle ça des biochocs qui vont inscrire en vous une mémoire et cette colère, c'est peut-être la mémoire qui est inscrite en vous. Donc ça, c'est l'épigénétique qui travaille là-dessus sur les mémoires cellulaires et en soins énergétiques, effectivement, je travaille là-dessus pour libérer les personnes de ces mémoires cellulaires qui sont limitantes ou qui créent des blocages parce qu'il y a une émotion qui génère tellement d'énergie que du coup, à l'intérieur du corps, tout est bloqué. Donc, après, vous avez d'autres pratiques comme la méditation, comme, je sais pas, le qigong, comme le yoga. Vous avez énormément de techniques qui peuvent vous aider à gérer cette colère que vous avez en vous. Mais si c'est effectivement suivi d'une problématique de santé, ça veut dire que c'est inscrit dans votre cellule.
Donc, si vous voulez, on peut juste en discuter et peut-être que rien que la discussion pourra vous aider à libérer des choses. Mais soyez reconnaissants de cette expérience qui vous a appris quelque chose de plus sur vous et sur ce que vous êtes réellement et les limites que vous n'avez plus envie de dépasser. Parce que culpabilité. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Sophie. Juste que, comme tu dis, on fait tous plein d'expériences parce que on ne naît pas expert de soi-même, on le devient. Et pour ça, forcément, on tâtonne. Et donc, il y a l'expérience du médecin qui devient malade et qui se rend compte que tout ce qu'il croyait être vrai est pas très, très suffisant. Et puis, il y a l'expérience du malade qui rencontre la médecine sous un jour qui lui est pas forcément profitable et qui se rend compte que lui, par contre, ce qui pensait être vrai est tout à fait suffisant pour lui-même et que donc, dorénavant, il faut le respecter. On va les avoir dans tous les sens. Alors après, effectivement, le fait de pas arriver à être en paix avec les expériences qu'on fait, c'est un petit peu la vie de tout à chacun et de se servir en fait de ces agitations intérieures pour aller profondément introspecter et voir comment elles sont engrammées à l'intérieur de soi. C'est effectivement la voie de celui qui choisit de se connaître en fait. Mais vraiment comme toute personne qui choisit de se connaître. On n'a pas vraiment d'autres possibilités que de vivre ce parcours-là, quoi. Merci pour Carole. Continuons à avancer. Est-ce que la médecine intégrative a sa place aujourd'hui dans le monde médical? Et si oui, de quelle façon? Oui. Non, moi c'est assez court. Je dirais que ça a sa place parce qu'il y a, encore une fois, je vais le redire, mais j'y suis confrontée tous les jours parce que je suis sollicitée très très régulièrement par des gens pour qui c'est le cas. Il y a énormément de choses que dans notre médecine conventionnelle, nous ne savons pas traiter, nous ne savons pas soulager, nous ne savons pas régler, nous ne savons même pas améliorer. Et voilà. Et donc, si on a juste cette intelligence de l'innovation, on va au moins essayer, effectivement, de faire une place à quelque chose de différent, puisque le constat de limitation et d'échec, il est là pour de nombreuses personnes. Voilà. Et je pense que ça va s'imposer dans mon sentiment de plus en plus, parce que de plus en plus, les atteintes sont, comme on le disait, plurifactorielles. On a des modes de vie qui sont quand même très particuliers maintenant et très éloignés de l'intelligence du vivant. Donc, on accumule les déséquilibres et on va avoir de plus en plus de mal à résoudre le problème avec une pilule magique qui sera suffisante pour régler. Donc, nécessité, de mon point de vue, nécessité fait loi et nécessité va le faire de plus en plus. Je pense aussi que effectivement, la médecine actuelle fait aussi preuve, on va dire, enfin pas preuve, mais développe cette connaissance de l'être et se rend compte aussi des limites qu'elle a pu mettre dans la prise en charge de la personne jusqu'à présent. Donc, je pense que cette conscience, elle est éveillée, même dans le milieu médical. On a de plus en plus de personnes. Le barrage du feu, ça fait des décennies, des siècles que les barrages de feu interviennent dans les hôpitaux, même si ce n'était pas officiel. Il y a de plus en plus de pratiques comme l'hypnose ou l'énergétique qui entrent à l'hôpital, que ce soit pour la douleur ou pour des anesthésies ou pour l'acceptation de certains traitements. Les soins énergétiques ou d'autres pratiques interviennent de plus en plus dans les services d'oncologie.
Par exemple, au Cap d'Or, à la Seine, moi j'interviens. Alors c'est vrai que j'ai le privilège d'intervenir dans le service d'hospitalisation parce que je suis infirmière, mais j'interviens comme énergéticienne. Donc je vais faire des soins énergétiques. Alors c'est vrai que c'est associatif, donc c'est du bénévolat. Et j'espère bien que ça se développera et que ça fera partie des soins. C'est mon fer de lance, on va dire, développer ça de manière très officielle dans les services parce que, oui, parce que ça permet aussi de pallier, je veux dire, à quelque chose, la réalité du moment, c'est-à-dire la prise en charge dans le milieu hospitalier d'un patient n'est plus ce qu'elle était parce qu'il y a du boulot, parce qu'il y a moins de personnel, mais qu'il y a toujours plus de patients. Et tout ce temps-là que nous, en tant que soignants, on ne peut pas prendre auprès du patient pour justement l'écouter et ne serait-ce que l'écouter pour lui permettre de verbaliser ses angoisses et de soulager sa souffrance. Ces pratiques-là permettent justement de pallier à ça, permettent de pallier à ce manque de temps et de disponibilité de par l'organisation, de par la réalité actuelle. Donc, oui, il y a d'autant plus, on va dire, euh, de valeur d'intégrer ces pratiques dans la médecine actuelle. Alors justement, par rapport à notre réalité du moment, par rapport, je dirais même à l'actualité, qu'est-ce que la médecine intégrative apporte ou pourrait apporter? Soyons concrets. Pour moi, ça pourrait apporter quelque chose d'essentiel qui est d'être compétent face à la peur. En fait. Il y a la médecine intégrative élargie, elle a conscience que vraiment justement par rapport au soutien de la santé et à l'énergie de vie, la peur c'est quand même extrêmement destructeur. Alors la médecine conventionnelle le sait tout autant, hein, parce que toutes les études qu'on a fait sur les conséquences du stress et les conséquences hormonales liées à un stress chronique le démontrent largement. On peut même considérer qu'une très grande partie des maladies actuelles sont liées à ce stress chronique dans nos sociétés. Simplement, la différence entre les deux, c'est que la médecine intégrative, elle sait que ne pas vivre la peur comme une fatalité, être compétent en face d'elle, c'est tout à fait possible, en fait. La peur n'est pas quelque chose, la peur par anticipation n'est pas quelque chose qu'on ne peut que subir. C'est un apprentissage, on a appris à avoir peur et on peut désapprendre à être sensible à la peur. Donc on peut se désensibiliser au stress chronique, à la peur chronique, à l'anticipation, voilà. Et il me semble que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très utile parce que l'ambiance actuelle, elle est complètement nourrie de ça. Alors, elle est nourrie de ça dans ce que j'entends de part et d'autre. Hein. Il y a la peur d'être malade, il y a la peur de se voir imposer un vaccin qu'on ne veut pas, il y a la peur de se voir imposer un mode de vie qu'on ne veut pas, il y a la peur de contaminer les gens qu'on aime, il y a tout plein de peurs qui sont aussi vraies pour les uns que pour les autres, même quand les avis semblent très discordants. En fait, je remarque que ce qu'il y a chacun, c'est quand même la sensibilité ressentie à la peur de ne pas pouvoir vivre la vie qu'on souhaite et à la peur que l'opinion, la vie de l'autre, le positionnement de l'autre viennent comme ça impacter notre quotidien et qu'on soit obligé de s'y soumettre et que ce soit quelque chose qui soit suffisamment déplaisant pour que ça fasse peur, en fait. Et voilà, il me semble que simplement, si on pouvait développer cette compétence en fait de désensibilisation à la peur générale, de voir ce que c'est qu'une peur, comment elle se présente, comment on l'accueille, ce qu'on peut en faire, et bien, on respirerait tous un peu plus facilement. Voilà. J'entends ce petit jeu de mots là. Sandra, ta vision par rapport à l'actualité? Ma vision par rapport à l'actualité,
je suis d'accord avec Sophie et d'autant plus que on sait très bien que la peur, en fait, génétiquement, ben, comment dire, crée un déficit immunitaire. Donc, ce déficit immunitaire, il va être accentué par tout ce qu'on vit, par la réalité du moment, que ce soit à travers la peur de la maladie, de la mort, par rapport à la peur justement de la répression, si on ne porte pas les masques, aux gestes barrières. Donc, ça ne fait, on va dire, qu'aggraver l'état de santé ou le potentiel de santé de l'individu. La réalité du moment, bah, je suis pas sûre que moi je sors un peu des sentiers battus. Je suis consciente de ce qui se passe, je suis soignante, j'ai fait des nuits en sup, en réa pendant le confinement, pendant cette phase de Covid très difficile et où les services étaient surpeuplés. J'ai vu les malades, j'ai côtoyé les malades, j'ai vu les morts, mais pour moi, c'est pas ma réalité. J'ai pas peur, mais je pense que ce qui fait aussi dans la réalité, ça va être la confiance. La confiance qu'on peut avoir en ce que l'on est et en notre potentiel justement d'auto-guérison, comme l'exprimait tout à l'heure Sophie, qui est en chacun de nous. Cette confiance, je l'ai, on va dire, apprivoisée et je la travaille au quotidien à travers l'énergie. Et cette confiance, elle vient de cette énergie du cœur. Lorsque l'on est dans la confiance, on a confiance en nous déjà. Et lorsqu'on a confiance en nous, on a moins besoin d'avoir l'approbation des autres ou on est moins attaché au jugement et au regard de l'autre. Cette confiance permet aussi de prendre de la distance par rapport à l'environnement et du coup d'accepter les choses de manière différente. Lorsqu'on a peur, en fait, on n'est pas dans l'acceptation. C'est un peu comme si on était un super-héros, j'ai confiance, donc je n'ai pas peur, j'accepte ce qui est. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec. Mais c'est juste que énergétiquement, ben, je ne vais pas me laisser déstabiliser ou me rendre vulnérable. Je ne vais pas créer de déséquilibre à l'intérieur de moi pour ne pas justement affaiblir mon énergie ou mon corps physique. Donc, c'est une surprotection. Donc, on est des super-héros quand on arrive à être dans la confiance et sans être déconnecté de cette réalité. Hein. Mais je pense que si on arrive à gérer la peur, la confiance, c'est un bel outil et cette énergie du cœur, c'est la clé. Merci. Carole nous remercie, vous remercie pour vos réponses réconfortantes. Merci. Merci. Vous intervenez toutes les deux dans le Var, à La Seine et à Toulon. Sandra, tu nous as déjà un peu parlé de tes interventions bénévoles au Cap d'Or. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Je crois que Sophie, tu as aussi des projets comme ça là, autour justement de la médecine intégrative. Comment? Oui, oui, oui. Oui, de quelle façon vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez apporter plus comme clé, comme solution, comme soutien à toutes les personnes qui nous écoutent? Moi j'ai vraiment envie de dire à chacun que c'est formidable de s'explorer, en fait, et que c'est toujours possible, qu'on n'a pas besoin des autres, en fait, la vie est tellement bien faite que dès qu'on a cette aspiration qui se manifeste, beaucoup de choses vont venir à nous d'une façon ou d'une autre. Et on va croiser ce qui nous est nécessaire parce que finalement, notre réalité, elle est vraiment faite surtout de notre attention et de notre focalisation d'attention. Et quand voilà, on a envie de devenir l'expert de soi-même, notre attention est très bien dirigée
sur cette nécessité. Et du coup, tout ce qu'on va rencontrer dans la vie va nous servir à ça. Donc, ce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est que c'est formidable d'avoir des gens qui valident par leur témoignage que c'est possible, ou que c'est intéressant, ou que c'est opportun, que ça apporte des choses, que la connaissance de soi est un très joli soutien et levier de santé, comme c'est un très joli levier de soutien de stabilité, d'épanouissement. Mais on n'a pas vraiment, j'ai très envie de dire qu'on a vraiment besoin de personne, en vérité. On est vraiment son propre maître, on est vraiment son propre guide. On a toutes les ressources en nous, on a tous les logiciels. On ne sait pas forcément s'en servir, mais on le découvre. Voilà, après, chacun va faire des propositions et selon l'envie du moment, ça va être intéressant de rencontrer les uns et les autres ou de bénéficier d'un soin de l'un ou de l'autre. Mais pour moi, le meilleur moteur, c'est cette conscience-là. C'est de savoir à quel point on est pourvu d'exactement tout ce dont on a besoin et qu'à partir du moment où on est d'accord pour aller l'explorer, ça va se faire, tout simplement. Je rejoins Sophie et lorsque les personnes viennent me voir en soins, enfin pour les soins énergétiques et je leur demande toujours pourquoi elles viennent me voir et elles attendent toujours de moi que je les guérisse ou que je les débarrasse de quelque chose. Et je leur dis toujours, mais moi, je ne fais rien. Je vais juste vous aider à retrouver votre chemin du cœur parce que votre pouvoir d'auto-guérison se situe à ce niveau-là. Lorsque, là où je rejoins Sophie, c'est que lorsque on apprend à se connaître, eh ben, on retrouve ce chemin et on a toutes les réponses en nous. Et alors oui, on peut se céder de pratiques pour y arriver plus facilement ou parce que ça nous apporte du bien-être, de la sérénité. Mais par contre, c'est pas ce que vous allez faire à l'extérieur qui va vous apporter la sérénité, c'est la manière dont vous vivez les choses à l'intérieur qui vous apporte la sérénité. Euh, Ce qui est important, c'est que, comme disait Sophie, c'est que les gens sont leur propre maître et ont ce pouvoir en fait de bonne santé en eux. Et ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout est en nous. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je crois que tout a été dit. Merci. On peut ajouter merci. Oui. Oui. Alors, l'être humain est bien fait quand même. Ouais. Et donc, par rapport à cette actualité, peut-être que certaines personnes, oui, sont dans la peur. Quelles sont les clés? Aller se découvrir, c'est ça? S'écouter, s'intérioriser? Pour moi, c'est vraiment déjà de prendre conscience que la peur n'est absolument pas inévitable. C'est comme on a vraiment eu au cours des âges, depuis des millénaires, une imprégnation qui mettait tout de suite dans la sensation de peur de la survie et qui fait que dès qu'on ressent cette vibration, cette manifestation intérieure, on la croit. On croit que le danger est réel. Mais ça fait bien longtemps, en tout cas pour nos générations, que ça n'est plus vrai. On ressent beaucoup de peur pour très peu de danger à l'heure actuelle. Et encore une fois, je ne dis pas ça plus pour les personnes qui auraient peur d'un virus que pour les personnes qui auraient peur d'être privées de leur liberté, que pour les personnes qui auraient peur des conséquences d'un vaccin, que c'est la même chose. C'est une façon de plaquer un danger qui est pour l'instant à l'état de projet, d'imagination.
Et le fait déjà de pouvoir prendre conscience que cette sensation n'est pas forcément une réalité, et que si elle n'est pas une réalité, on peut déjà commencer à l'explorer, à regarder comment avoir un peu plus de recul par rapport à cette sensation et comment peut-être simplement la laisser passer, comme parfois on a des envies qu'on laisse passer, ou on a des tristesses qu'on laisse passer, des contrariétés qu'on laisse passer, au lieu d'adhérer tout de suite à la sensation comme si elle était la vérité. Ce serait déjà, pour moi, ce serait déjà un grand pas que chacun pourrait faire pour lui-même. Lorsqu'on a une pensée, se demander si elle est vraie, en quelque sorte, c'est ça? Lorsqu'on a une pensée, se demander si elle est vraie, et lorsqu'on a une sensation, se demander si elle est significative. Parce qu'il faut peut-être mettre un peu de nuance. C'est vrai que notre vérité se trouve dans notre ressenti, mais pour autant, notre ressenti n'est pas la réalité de ce qui nous entoure. Et il y a un peu de travail à explorer cette nuance-là. Merci Sophie. Sandra, est-ce que tu voudrais conclure? Je voudrais conclure. Tout ça dépend de la perception de chacun et du coup de la manière dont il va vivre les choses. Donc, moi, si j'avais quelque chose à dire, ce serait soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, mais soyez à l'écoute de ce que l'autre peut ressentir. Et si ce que l'autre vous renvoie génère en vous des émotions négatives, que ce soit de la colère, de la frustration ou autre chose, dites-vous que peut-être c'est parce que en vous, il se passe la même chose. Donc, ça peut être juste un effet miroir. Donc, soyez à l'écoute de vous-même et soyez aussi à l'écoute de l'autre parce que l'autre peut vous donner beaucoup d'informations sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et toujours dans cette bienveillance et si vous êtes dans le cœur, quelle que soit la pensée et l'émotion, tout sera juste. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Vincent. Merci à toi. Merci Sandra, Sophie. merci Sophie. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. J'ai vu Nicole, Carole, Sylvie. Merci aux questions qui ont été posées. Comme pour tous ces lives, ils sont bien sûr sur la page Facebook et ils seront sur le blog où chacun pourra continuer à interagir avec vous. S'il y a des questions, si vous voulez, si tout le monde veut continuer à échanger, à participer. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. Passez une belle soirée. Également. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.